Peut-être pour briser un peu la glace et meubler en attendant le début, petite question pour les personnes dans la salle. Qui parmi vous a déjà fait une utilisation de l'IA dans un contexte professionnel? Oui, donc tout le monde. Ok, très bien. C'est donc pour ça que vous êtes là. Une petite question subsidiaire aussi qui nous intéressait, ça va être le sujet du jour. Qui parmi vous a déjà constaté une différence entre les résultats que l'IA peut donner et la réalité de terrain? Au sens, l'IA promet ou raconte de très belles choses et on en vient à regarder les résultats en disant mais est-ce que c'est vraiment des choses qu'on fait au sein de l'organisation? Quelques mains qui se lèvent. Ok, pas tout le monde. Donc il y a des gens qui se disent en fait c'est un bon reflet de la réalité. C'est le sujet qu'on va vraiment aborder aujourd'hui. L'idée de cette session, c'est surtout d'avoir un échange et une discussion avec Florence, que je vais laisser se présenter dans quelques minutes. Mais c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est, aujourd'hui avec l'IA, ça devient super facile de créer de très belles choses très rapidement. Il y a toujours la promesse du très beau rapport, il y a la promesse de la très belle analyse qui est faite en 30 secondes. Pour autant, il peut y avoir un décalage qui est ressenti avec la réalité. Et donc vraiment, ce qu'on va venir interroger, c'est comment est-ce qu'on peut éviter un peu cette situation, éviter de se retrouver dans un monde où tout le monde rédige des choses avec de l'IA qui sont très belles, mais en pratique, il ne se passe rien. Et c'est ça qu'on va aller creuser. Et je vais vérifier l'heure qu'il est, 27, encore 2 minutes à meubler. Peut-être une question aussi. Alors, tout au long de l'échange, on va partager quelques statistiques d'une étude qu'on a faite avec Dito, que je vais présenter dans un instant. Tout au long de l'été, on a interrogé une centaine de responsables RSE pour leur poser des questions sur leur usage de l'intelligence artificielle dans leur métier. Il y a une stat qui nous a vraiment marqué, qui est 92% des répondants nous ont dit qu'ils étaient convaincus que l'IA allait révolutionner leur métier et la RSE de manière générale. Qui parmi vous dans la salle, toujours avec, en levant la main, qui est d'accord avec cette affirmation? Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui se disent que ça ne va pas révolutionner la RSE. Eh bien, écoutez, on est ravis que vous soyez là, parce que je pense que ça va faire un échange intéressant. Bonjour, bienvenue. Si ça vous va, je propose de commencer cet atelier. Donc pour me présenter rapidement, je suis Pierre Poirmeur, je suis cofondateur et CEO de Dito. Dito, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, notre sujet, c'est vraiment d'aider les responsables RSE sur les sujets conformité au sens large. Donc on va les aider sur EcoVadis, sur CDP, sur la CSRD. Et on fait ça avec un mélange de différentes choses, de l'expertise humaine, donc on a des coachs, mais on a également des outils à base d'intelligence artificielle qui permettent de gagner du temps sur certains sujets. Et c'est pour ça qu'on vous propose cet atelier-là aujourd'hui. Je ne vais pas prendre la parole tout seul parce que je suis accompagné de Florence et je vois que c'est un sujet qui vous intéresse puisque la salle est quasi comble, salle de 220 personnes. On s'est un peu posé la question au moment de la réserver en se disant est-ce qu'on va la remplir, mais je vois que le pari est rempli, donc c'est une bonne chose. L'atelier, ça va être assez simple, on va partir sur 35 minutes d'échange avec Florence et puis ensuite une dizaine de minutes de questions-réponses. Vraiment l'idée c'est aussi que vous puissiez poser vos questions, on a hâte d'y répondre. J'ai déjà posé des questions sur qui utilisait l'IA, donc vous êtes tous là pour cette raison-là probablement. Et l'idée vraiment avec Florence, c'est d'explorer cette question entre l'écart et le dire et le faire. Comment est-ce qu'on s'assure de ne pas tomber dans tous les travers de l'IA qu'on peut imaginer? Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne qui vit ça au quotidien, qui est Florence. Florence, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes missions? Donc, je suis Florence Jean, je suis directrice RSE du groupe Europe Assistance et d'Europe Assistance France. La distinction est importante puisqu'au niveau du groupe Europe Assistance, je travaille plutôt sur l'aspect stratégique de la RSE. Et pour Europe Assistance France, j'ai vraiment au quotidien les mains dans le cambouis, si on peut dire, ou les mains dans le carbone. Également pour accompagner nos équipes sur la décarbonation de nos activités, mais également sur l'impact social également de nos activités en interne et en externe. Le groupe Europe Assistance, c'est un groupe de 12 000 personnes, 36 entités. Et donc, il s'agit de les accompagner dans ce chemin qui est la RSE, avec énormément de données, d'informations, de récits à traiter, à générer également pour toutes nos parties prenantes. Donc, en interne, puisqu'il faut engager les 12 000 personnes effectivement du groupe Europe Assistance, mais également en amont nos fournisseurs et nos prestataires d'assistance. Et on en a beaucoup pour au quotidien rapatrier les gens ou dépanner les gens
suite à un accident ou à une panne automobile, mais également vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire les assureurs, etc., qui vendent nos produits, de façon à intégrer très en amont dans la conception des produits, en fait, les sujets RSE. Très bien, merci Florence. Première question pour toi, alors je voulais passer les slides, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un de l'équipe d'ITO peut essayer de voir pour faire marcher le clicker? Merci. Première question pour toi, alors on voulait ouvrir vraiment ce sujet sur un peu le déclic, puisque tu vas nous parler de ton usage de l'IA. Quel a été le déclic chez Europe Assistance? Et autour de ce déclic, est-ce qu'il y avait des attentes particulières ou des effets ou des bénéfices qui étaient recherchés? Alors, Ditto est une start-up et on a un CEO au niveau du groupe qui s'appelle Antoine Parisi. Donc, Europe Assistance a 60 ans, hein, mais il aime bien dire que Europe Assistance est également une start-up. Une start-up de 60 ans. Et en fait, c'est lui qui a impulsé le sujet de l'IA au sein d'Europe Assistance. On a un CEO qui est un président qui est assez visionnaire. Et son objectif, c'est que chacun des collaborateurs, donc des 12 000 collaborateurs dans le groupe, sache utiliser l'IA. Donc, il pousse l'usage de l'IA à fond et il souhaite que l'on soit dans la maîtrise de cet outil demain, même aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des attentes spécifiques que toi, tu as pu formuler justement sur l'utilisation de l'IA avant même de s'y mettre, des choses où tu t'es dit, c'est ça vraiment l'effet que je vais rechercher? Alors, on est une petite équipe chez Europe Assistance au niveau de la RSE. On est 3-4 personnes. Donc pour un groupe de 12 000 personnes qu'il faut engager. Et donc nécessairement, ce que je vais aller rechercher, c'est de l'efficacité, du support, du soutien pour mes tâches au quotidien. Okay. C'était mes attentes au départ. Très on bien. en a d'autres maintenant. Et j'aimerais partager une statistique sur l'utilisation. Alors les sites ne fonctionnent pas, mais il me semble que dans l'étude qu'on a menée cet été, il y a 75% des responsables RSE qui disent faire une utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle. Parfois, c'est vraiment juste une fois par semaine. Pour certains, c'est vraiment hebdomadaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des usages que tu en fais aujourd'hui? Quelles utilisations? Sur quels cas concrets? Alors, au début, on a tâtonné. On a utilisé ça pour les mails, pour faire des jolis mails, pour faire des jolis supports. Voilà, revoir les textes de communication, de LinkedIn, des posts, etc. Aujourd'hui, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment... il y a énormément de documentation en fait, sur l'ensemble des sujets de la RSE. Que ça touche à l'environnement, au social, à la gouvernance, la conformité. Et donc, aller lire tous les rapports aujourd'hui, c'est absolument impossible pour une seule et même personne. Donc, l'IA, je l'utilise pour faire des résumés de rapports, beaucoup. Pour aller également chercher des textes de conformité, on a une veille réglementaire également à faire pour nos équipes également juridiques. La stratégie d'Europe Assistance, c'est pas, en matière de RSE, c'est pas que l'équipe RSE fasse tout. C'est vraiment de petit à petit insuffler la RSE en fait au niveau des métiers, donc que ce soit juridique, donc fonction support, finance, mais également opérationnel. Ceci étant, il y a un temps de latence entre les deux, et donc le temps qu'ils s'approprient ces sujets-là, on le fait pour eux. Et donc, aller chercher, notamment dans les veilles réglementaires, tout ce qui touche à la conformité, non seulement de nos propres métiers, mais également des métiers de nos prestataires. Par exemple, actuellement, on travaille avec les dépanneurs remorqueurs du groupe Europe Assistance. Donc, au niveau d'Europe Assistance France, c'est 900 dépanneurs répartis sur l'ensemble du territoire. Et connaître toutes les réglementations environnementales et sociales de chacun des métiers de nos prestataires, c'est impossible. Par contre, pour aller parler avec nos dépanneurs remorqueurs de la RSE, moi, j'ai besoin de savoir quelles sont, d'un point de vue réglementaire, leurs obligations. Et donc, connaître les normes AFNOR, connaître voilà, les réglementations environnementales et sociales auxquelles ils sont attachés. Et pour ça, l'IA, franchement, est une aide au quotidien. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques que tu utilises justement pour l'IA? Alors, je crois qu'il y a Copilot. Alors, on a un petit sujet sécurité chez Europe Assistance. Il faut savoir que le groupe Europe Assistance fait également partie du groupe Generali, qui eux-mêmes ont des contraintes sécuritaires importantes, notamment sur les questions de cybersécurité qui touchent toutes les entreprises et toutes les organisations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est limité à Copilot, mais qui a été ouvert en fait sur Microsoft 365 pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est un vrai investissement en fait par le groupe Europe Assistance, puisqu'on sait que l'IA a un coût, donc les licences commencent à devenir un peu chères, notamment celles de Microsoft 365. Mais il a été décidé au niveau du groupe de faire cet investissement sans restriction, sans limitation en fait pour tous les collaborateurs. Ce qui rejoint l'esprit un peu start-up que tu décrivais. Exactement. Juste avant.
Curieux, alors je crois que le beeper refonctionnait, mais ça ne refonctionne plus. Les aléas de la technique, voilà. Les IA ne vont pas nous remplacer puisqu'on n'arrive déjà pas à faire fonctionner un clicker. C'est bon. Petite question pour la salle. Donc, par rapport à cette statistique, 71% font une utilisation hebdomadaire de l'intelligence artificielle. Je suis curieux de savoir qui parmi vous utilise l'IA de manière quotidienne ou hebdomadaire dans son métier. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok. Oui, une grande majorité des gens qui sont présents, qui n'est pas étonnant vu l'adoption rapide qu'on peut voir sur ces sujets. Petite question pour toi, Florence, en termes de maturité sur ces outils. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt débutante, intermédiaire? Est-ce que tu es avancée? Je vais dire que je suis encore basique. Je pense qu'il y a un monde à découvrir derrière le sujet de l'IA. Par exemple, on a énormément de tableurs Excel également chez nous. Je n'ai pas encore exploré l'usage de l'IA effectivement pour aller analyser nos données spécifiquement sur l'Excel, etc. Donc ça fait partie des prochains apprentissages. Pour ça, en fait, on a également un accompagnement en interne effectivement sur l'apprentissage de l'IA. Mais moi-même, j'espère que j'ai mes équipes qui sont deux personnes de mon équipe qui sont dans la salle, de ma petite équipe. Et donc, on s'est fixé comme objectif d'ici la fin du mois d'octobre de se faire en interne 3 ou 4 ateliers pour se former nous-mêmes en fait à travers tous les tutos qu'on peut trouver effectivement sur Internet, etc. pour l'IA. Donc, c'est un objectif également de nous former. Donc, on s'est donné 3 ou 4 thèmes sur lesquels on a convenu ensemble et de se fixer tous les vendredis, en fait, de se faire une session dédiée à l'apprentissage de l'IA. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place par Europe Assistance de manière générale ou Generali justement pour aider les équipes à s'approprier un peu ces outils? Oui, alors on a un outil qui s'appelle WeLearn qui est de l'e-learning, donc qui permet effectivement d'avoir en indépendance en fait déjà une première appréhension de qu'est-ce que c'est l'IA, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser. Et après, on commence à avoir des experts en IA qui sont en interne chez nous et vers lesquels en fait on peut se retourner pour avoir des modules spécifiques de formation. Qui permet du coup une montée en compétences rapide et d'atteindre les objectifs rapide, on l'espère, mais ils ont eux-mêmes le challenge de partager et de diffuser en fait cet usage-là. Mais c'est vrai quand on est demandeur, ils sont plutôt ravis de voir qu'il y a de la demande effectivement sur des sujets spécifiques. Donc du coup, ils sont assez volontaires pour venir en support. Okay. On a parlé un peu des cas concrets d'utilisation. Quand on parle d'utilisation, forcément, on en est amené à parler de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Dans l'étude, encore une fois, qu'on a menée cet été, 50% des répondants nous ont dit qu'ils déploraient un peu la fiabilité et la précision des réponses qui étaient apportées par l'IA. Qu'est-ce que tu penses justement de cette appréciation de manière générale? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, Copilot est mon meilleur ami, dans le sens où quand je lui dis quelque chose, il me retourne des aspects très positifs, donc voilà, je suis contente. Non, sérieusement, le gain de temps, bon, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment le gain principal, du moins l'avantage principal aujourd'hui de l'IA, en tout cas dans mon métier. Par contre, ce qui fonctionne moins, c'est effectivement l'exhaustivité, par exemple, des comptes rendus. J'ai fait moi-même des tests sur des sujets, ou du moins des rapports que j'avais moi-même écrits, donc je connais parfaitement le contenu. Par contre, quand je devais faire une synthèse pour mes collaborateurs, par exemple, pour pouvoir mieux partager le contenu, etc., j'ai demandé d'avoir effectivement un compte-rendu finalement de ces rapports-là, et je vois que ce n'est pas du tout exhaustif, voire même qu'il y a des biais pris par l'IA où il prend quelques libertés en fait, pour donner des choses, ou des chiffres en fait, qui n'existent pas dans mon rapport, qui paraissent très plausibles, et je ne sais pas d'où les a sortis. Donc effectivement, sur la fiabilité, il y a encore des questions. Sur la précision également, il faut vraiment avoir des prompts, donc des demandes, hein, des questions très précises et très orientées pour avoir effectivement une qualité de données encore. L'approximation, ça ne marche pas. Et puis, alors ça, je l'ai rencontré récemment puisque j'ai aussi utilisé l'IA hein, dans l'outil de Ditto pour la réponse au CDP. Qui m'a permis d'ailleurs de bien comprendre hein, la structure du CDP. Ça, c'était une expérience intéressante, mais où elle a tendance à embellir en fait la réalité. Où en fait on reste très factuel dans son rapport ou dans les documents qu'on donne à l'IA pour le traitement et le partage dans les questionnaires. Et en fait, on se retrouve avec des réalisations, on se dit « Ah, j'ai fait tout ça ».
Et en fait, non, il confond en fait réalité et ambition. Si dans un même document, vous avez un constat ou une chose très factuelle sur des réalisations que vous avez faites dans vos entreprises, et à côté, vous dites « et notre ambition est de », il a tendance à confondre les deux et à considérer que vos ambitions sont des réalisations. Je me souviens que c'était l'aspect qui m'avait interpellé quand on avait commencé à discuter justement pour préparer cette session, et qui est un peu le cœur du sujet aujourd'hui. C'est vrai qu'on aurait pu prendre beaucoup d'angles. Il y a des angles de environnement dont on a un peu parlé, de souveraineté, etc. Mais vraiment ce décalage entre la version améliorée, la version embellie de ce qu'on fait et ce qu'on fait réellement. Alors, autre chose également, c'est que l'IA peut se montrer têtue. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire que quand on lui demande de corriger, en fait, non, il ne veut pas. Il dit non, c'est bien le résultat concret et factuel, et donc compliqué en fait de passer au-dessus. Donc, il y a un petit apprentissage encore à... C'est intéressant parce que moi j'ai plutôt l'expérience personnelle de ce que tu disais au début, qui est ChatGPT qui me dit que je suis très beau, très fort et que je fais tout merveilleusement bien. Donc toi tu as plutôt le cas aussi parfois où tu as envie de dire c'est faux, ou en fait non, c'est factuellement pas la vérité de ce qui est raconté, mais l'IA insiste et dit si c'est comme ça que... Oui, tout à fait. Ok, très bien. Et ben, c'est une bonne transition avec cette statistique à nouveau, enfin ce pourcentage. On a interrogé un peu tous les participants à l'étude sur différentes affirmations ou différentes convictions pour leur demander s'ils étaient d'accord ou pas. Et il y a une des convictions qu'on leur a proposées qui était l'utilisation de l'IA dans le reporting RSE augmente le risque de greenwashing en facilitant la présentation des données de manière trompeusement positive. Qu'est-ce que tu en penses, Florence ? J'en ai fait l'expérience, donc oui. Après, c'est en lien avec effectivement l'écart entre le dire et le faire. Hein, après, c'est une question d'abord d'éthique et de se dire est-ce que j'accepte ce résultat-là et est-ce que je l'intègre dans mon reporting, ou est-ce que je l'intègre effectivement dans mon questionnaire CDP ou EcoVadis, etc. Donc, c'est tout d'abord une question d'éthique. Donc, je suis d'accord avec effectivement ce constat-là de dire effectivement il y a un risque de greenwashing, mais c'est de savoir à quoi sert la RSE finalement. Est-ce que ça sert à montrer les choses toujours sous un bon angle en fait pour les entreprises, ou c'est également une exigence finalement de réalité et de constat, de dire on ne peut pas être bon partout, voire même on peut être au moins au départ mauvais sur quelque chose et moyen sur beaucoup de choses. Et donc l'IA peut également aider à progresser, c'est-à-dire que utiliser effectivement ces retours positifs ou faussement positifs finalement de l'interprétation pour se dire ah oui en fait c'est bon, j'y suis pas, et le constat en fait de l'IA est faux. Néanmoins ça me montre également la direction et de dire c'est peut-être vers là ce vers quoi je dois aller. Et donc ça nous pousse également à améliorer finalement nos pratiques ou à revoir éventuellement nos plans d'action, les affiner par exemple, pour dire c'est peut-être vers là également qu'on doit aller. Est-ce que tu as des exemples concrets pour l'audience justement de cas dans lesquels l'IA t'a proposé quelque chose qui ne correspondait à aucune réalité, mais tu t'es dit c'est effectivement peut-être quelque chose qu'on devrait faire? Oui, alors un peu la feuille de route, depuis l'année dernière, en fait, le groupe Europe Assistance est doté d'une, on va dire, de guidelines achat responsable, parce qu'on a une politique achat assez forte au niveau du groupe déjà. Mais l'équipe RSE, en fait, a construit 9 guidelines voilà, qui sont encore en cours d'implémentation. Donc, on est loin de les avoir mises en œuvre encore. Donc, on a chargé tous ces documents-là, les guidelines, etc., avec beaucoup d'ambition dedans, effectivement, dans l'outil de l'IA. Et en fait, dans les questions du CDP, à un moment donné, il y a toute la relation en fait, avec les suppliers, etc., qui est posée. Et en fait, il a pris toutes les ambitions que l'on avait dans notre politique achat responsable et les a considérées en fait, comme étant déjà mises en place. Donc, on a dit donc non. Ce n'est pas encore mis en place. On a encore beaucoup de travail à faire avec nos achats, nos équipes réseau opérationnelles, nos propres prestataires également pour les embarquer. Mais néanmoins, le fait de la réinterprétation de l'IA a permis de nous orienter également sur l'opérationnalisation de cette politique achat. Et de dire, il y a des choses sur lesquelles on était un peu coincés, on restait à l'état du concept et à l'état du papier. Voilà, c'était des beaux slides, des belles slides, une belle politique, etc. Et de se dire comment est-ce que je la rends opérationnelle. Et le retour de l'IA sur la façon dont on aurait pu mettre en place
qui n'est pas mise en place encore, hein, mais dont on aurait pu mettre en place effectivement cette politique achat responsable, nous a donné des indications pour effectivement la mettre en œuvre. Et ça a permis d'ailleurs de lancer une première mission de 3 mois avec Margot, hein, qui est dans la salle, sur les achats responsables, notamment sur certains partenaires et prestataires, grâce notamment à ce retour faux, on va dire au départ, mais qui nous engage également dans l'action. Je trouve ça intéressant cette perspective. C'est pour ça que je voulais vraiment la creuser, de dire effectivement il y a des gros risques, puisque le risque c'est d'embellir et de se mettre finalement à raconter n'importe quoi, et même peut-être même de croire à la propre illusion qu'on est en train de générer avec l'IA et de plus rien faire. À l'inverse, tu nous dis aussi ça peut aussi être vecteur d'amélioration, ou en tout cas d'accélération sur certains sujets. C'est quoi un peu comment est-ce que tu réfléchis aux garde-fous justement pour continuer à capturer les bons côtés tout en évitant tous les risques qui vont avec? Alors, je pense que la professionnalisation de la fonction de RSE est importante. Et je crois qu'il y a eu certaines critiques disant que l'IA pourrait dénaturer finalement la fonction de la RSE en sortant justement tout l'aspect technique et rester en surface. Moi, je pense que c'est le contraire. Maîtriser vraiment le sujet de la RSE, donc ça veut dire au départ beaucoup d'heures de formation, hein, beaucoup de lectures, aller confronter ces idées effectivement à la réalité, etc. Donc la maîtrise technique de la fonction RSE par la personne qui porte la RSE dans l'entreprise est importante. Et l'IA va venir aider effectivement sur les aspects réglementaires, sur les aspects, etc. Mais il va être vraiment un outil de support et non pas la maîtrise du sujet de la RSE en soi. Donc pour moi, ça, c'est un premier garde-fou qui est important. Donc professionnaliser effectivement cette fonction RSE au sein des entreprises, qu'elle soit portée par des responsables RSE dédiés ou pas, on sait que c'est compliqué. Chez même Europe Assistance, la fonction RSE n'est pas forcément portée par une personne dédiée à RSE, c'est souvent par les RH, la communication, parfois la finance, etc. Donc, mais quelle que soit cette personne, finalement, c'est vraiment monter en compétence sur ces sujets-là et être le sachant. C'est-à-dire pas s'attendre à ce que l'IA soit le sachant sur ces sujets-là, garder la maîtrise de la technique. L'autre point, c'est également aller confronter effectivement les données fournies par l'IA. Donc je parlais des chiffres fantômes tout à l'heure donnés par l'IA. Et c'est de faire des contrôles aléatoires mais systématiques en fait sur les données réelles de l'entreprise. Donc c'est aller voir les RH, la finance, les opérations, etc. et s'assurer que les chiffres donnés par l'IA tels qu'il a pu les capturer finalement dans nos systèmes correspond bien finalement à la réalité du terrain et à la réalité de nos opérations. Ce que tu disais sur le côté un peu, justement, monter en compétence sur ces sujets, ça fait écho à... Alors c'était une interrogation de personnes qui étaient dans la salle avant que tout le monde s'installe, justement de dire est-ce que l'IA va remplacer notre métier? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Et je trouve que la perspective que tu apportes est intéressante, de dire en fait non, on n'est pas du tout sur un remplacement. Au contraire, on doit être sur une logique d'appropriation qui est très importante, et il y a quand même une part finalement qui est nécessaire de maîtrise du sujet et de continuer à vérifier que ce qu'on fait, ce qu'on sort, même en utilisant ces outils, est effectivement juste et mérite d'être publié sur un rapport. Et ça fait écho aussi à un sujet dont on parlait juste avant. Alors, hier, j'ai envoyé une newsletter en partageant un lien vers l'étude qu'on a faite cet été. Et quelqu'un m'a répondu en disant en fait, je trouve dommage que vous fassiez un peu l'apologie de la paupérisation de la fonction RSE, parce que finalement, si toutes les tâches, on les confie à l'IA, ça veut dire que derrière, on aura des responsables RSE qui réfléchissent pas du tout au sujet. Et je pense, et j'ai l'impression que tu es d'accord avec moi, que non, c'est surtout pas comme ça que ça doit se passer, que vraiment, il y a un impératif de s'emparer un peu de cette technologie et de rester maître de ce qu'on va faire avec. De toute façon, la réalité de terrain nous confronte rapidement au sujet. Quand vous devez parler avec vos clients qui eux-mêmes vous engagent à plus d'actions, vous posent des questions sur ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Si vous n'avez pas la maîtrise de votre sujet, vous allez vite voir que en fait, vous perdez en crédibilité. Donc, c'est vraiment à nous de porter, nous, responsables RSE, effectivement, ou personne en charge de la RSE entreprise, quelle que soit sa fonction, de porter le sujet pour le porter également auprès de ce qu'on appelle nos parties prenantes. Également, si demain je vais voir, donc je fais tous les ans le salon du dépannage et du remorquage, ça permet vraiment de rencontrer les gens de terrain, voilà, c'est vraiment le cas de le dire. On va encore les rencontrer, on a fait une enquête auprès de 900 dépanneurs en France sur
on a eu 876 retours, vraiment un super retour également là-dessus. 52% par exemple nous disent qu'ils font un bilan carbone. Donc l'idée c'est d'aller également voir sur le terrain ce qu'ils disent, etc. Si vous allez les voir en ayant un jargon sorti par l'IA ou des chiffres, etc., qui ne correspondent pas du tout à leur réalité, parce que eux, leur réalité, c'est quoi? C'est effectivement déjà finir la fin du mois. Donc la RSE, c'est peut-être un second sujet. Donc on a certains dépanneurs qui sont complètement engagés, donc on va pouvoir avancer avec eux. D'autres qui le sont moins et qui sont trop petits pour vraiment pouvoir adresser ces sujets-là, donc c'est important. Et puis, c'est pouvoir leur apporter des solutions concrètes. Et l'IA ne va pas apporter des solutions concrètes à ces gens-là. Donc par exemple, c'est qu'est-ce que je fais de mes déchets, qu'est-ce que je fais de mes polluants, qu'est-ce que je fais de mes équipes qui ont une astreinte 24 heures sur 24 parce que la nuit, les week-ends, etc., jours fériés, les gens tombent également en panne ou ont des accidents. Donc c'est ces questions-là en fait qu'ils vont avoir quand je vais aller les rencontrer. Et donc j'ai intérêt d'avoir des réponses concrètes et qui sortent effectivement du champ du reporting ou du champ de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut voir aussi l'IA comme un moyen de s'émanciper finalement de toutes les tâches un peu chronophages, à faible valeur ajoutée, répondre à des questionnaires, répondre à des évaluations, même si c'est notre cœur de métier chez Ditto, pour justement se concentrer derrière sur des choses qui sont assez importantes, comme convaincre la direction, mettre en place des initiatives, mobiliser les gens. Je pense que la conduite du changement fait partie aussi du quotidien finalement des responsables RSE et reste un vrai défi. Et c'est des sujets sur lesquels l'IA, a priori, ne va pas pouvoir faire grand-chose. Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Moi, je me repose, bon, là, j'en suis vraiment qu'au début, je pense. Mais se reposer sur l'IA pour effectivement faire toutes ces tâches administratives ou de reporting, etc. On a de plus en plus de clients, alors essentiellement en France, donc c'est justement une question que j'ai posée à mes collègues des autres pays, au niveau notamment européen, savoir est-ce qu'ils ont cette pression également des clients, parce qu'en France, on l'a vraiment, en tout cas chez Europe Assistance. Nos clients sont des banques, des assureurs, etc. Donc également dans le domaine de la finance durable, donc intéressés nécessairement par ces sujets, mais systématiquement pour tout appel d'offres ou toute demande client, en fait, on a systématiquement un questionnaire RSE. Donc définitivement, on a encore un petit peu de travail à faire pour aligner nos outils, mais je compte aussi sur Ditto pour avancer là-dessus, pour effectivement renseigner de façon systématique nos questionnaires, mais de façon fiable. Et c'est là où effectivement le contrôle par les personnes, que ce soit moi-même en France ayant cette double fonction ou par mes collègues, que ce soit en Espagne, en Italie, Allemagne et autres pays, en fait, devront se conformer. Donc il y a un vrai gain de temps dont on a parlé et un vrai bénéfice à la clé. Il y a aussi des impacts dont il faut parler, notamment l'impact environnemental. On a à nouveau posé la question aux participants en leur demandant si ils étaient d'accord avec la phrase suivante: les entreprises doivent être tenues de divulguer l'empreinte carbone de leur système d'IA lorsqu'elles revendiquent des améliorations durables basées sur l'IA. 78% ont répondu oui, ils sont d'accord avec ça. Curieux de savoir un peu quelle est ta perspective, ou comment est-ce que tu vois les choses justement sur l'impact environnemental de cette technologie qui permet effectivement de faire de très belles choses, mais qui a un coût qui n'est pas nul. Alors le point de l'IA, alors je ne suis pas une experte, loin de là. Je crois même que les études ne sont pas encore totalement matures, même si on avance. Je vous conseille la dernière étude et le dernier rapport en fait, du Shift Project sur l'IA, qui est vraiment très bien faite, qui est très factuel également, qui ne donne pas de leçons ni rien, mais bon, qui donne des recommandations ou des orientations de se dire ce vers quoi on va, qui nous interroge nous-mêmes également sur nos propres pratiques. Et donc, et avec des questions tout à fait légitimes de se dire finalement, bon, c'est l'empreinte carbone effectivement, mais c'est également la consommation énergétique effectivement de l'IA, et au détriment finalement de quels autres besoins essentiels en fait on utilise tant d'énergie finalement pour l'usage de l'IA. Au-delà, effectivement, donc ça veut dire empreinte carbone des data centers, etc. Mais ça veut dire également la consommation énergétique qui finalement n'est pas utilisée ou utilisable finalement pour d'autres usages qui seraient plus essentiels pour le développement voilà, des pays en voie de développement, pour les personnes vulnérables également, les hôpitaux, enfin du moins toutes ces infrastructures qui ont besoin également de plus en plus d'énergie également, et qui vont se voir privés quelque part à un moment donné d'énergie du fait de l'augmentation, entre autres, de l'IA. Donc il y a d'autres secteurs bien sûr, mais l'IA en particulier, effectivement, est pointée du doigt aujourd'hui. Après, j'ai pas la solution. C'est un sujet compliqué, mais personnellement, moi, je crois beaucoup dans l'évolution des technologies et la sobriété des technologies. Je pense que c'est un peu dans le sens de l'histoire.
Quand on regarde les premiers ordinateurs qui prenaient pratiquement la taille d'une pièce ou la taille d'un immeuble au départ. Et aujourd'hui, on a tous un ordinateur dans notre poche. Bon, effectivement, avec une empreinte carbone dégueulasse. Mais en tout cas, c'est un peu la tendance. Donc, ouais, je compte un peu là-dessus. Il y a un point intéressant du rapport du Shift Project, justement, sur l'espèce de phénomène d'emballement entre l'utilisation, enfin la possibilité technologique qui crée l'usage, qui crée en retour le fait de devoir investir dans des capacités technologiques plus grandes pour satisfaire ces usages. Ouais, c'est un cercle vicieux qui est assez inquiétant, effectivement. Donc, vraiment s'interroger sur ses propres pratiques. Et puis, au-delà de l'environnement, il y a aussi l'impact social. Il y a des idées qui commencent à sortir en disant qu'on devrait privilégier l'usage de l'IA pour certaines industries ou pour certaines populations. On voit ces idées-là sortir. Personnellement, je les trouve extrêmement dangereuses parce que ça veut dire également qu'on creuse encore le fossé entre ceux qui ont accès à l'IA et qui ont accès finalement à d'autres ressources, d'autres capacités, d'autres richesses, etc. et ceux qui n'ont pas accès à l'IA et qui demain finalement on creuse encore l'écart social, je trouve, si on part dans cette voie-là. Et sur la partie, en plus de la partie sociale, sur la partie environnementale, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit finalement, c'est est-ce que l'interrogation, la question que pose finalement le rapport du Shift Project, qui est en fait qu'est-ce qu'un usage raisonné et comment est-ce qu'on réfléchit à cet équilibre coût-bénéfice. Comment est-ce que toi, à la maille de ton métier et de ce que tu dois faire au jour le jour, tu te poses cette question-là Alors, trade-off alors, je ne suis pas encore championne du monde. Très sincèrement, j'ai encore la main lourde sur l'IA. J'ai un peu tendance, là où j'allais chercher simplement sur Google, maintenant, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à aller vers Copilote. Donc, j'essaye donc, j'ai moi-même un engagement à tenir là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément évident au quotidien. Mais bon, on va dire que c'est un peu comme le télétravail. Vous savez, au début, quand vous faites du télétravail chez vous, vous ne savez pas trop si vous devez beaucoup travailler ou pas beaucoup travailler. Finalement, il y a deux tendances. On commence par beaucoup travailler et après on se dit non, mais il faut aussi que je prenne du temps pour moi, donc je vais un peu moins travailler. Et le moment où après non, on est plutôt à l'inverse. Là, pour l'IA, c'est un peu pareil. On a tendance à faire beaucoup d'IA quand on est au début de l'apprentissage, à l'utiliser, de dire mais c'est génial finalement, il a la réponse à tout. Et finalement, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et on l'utilise, on retourne, finalement, on se repose des questions pour dire mais est-ce que j'ai vraiment besoin de l'IA finalement pour répondre à ces questions-là. Donc je suis plutôt dans cette phase-là humblement en ce moment, à essayer de réduire effectivement l'usage de l'IA pour tout et n'importe quoi, pour des simples, si j'ai besoin de faire un mail, je dois rester moi-même et je m'en fiche s'il n'est pas parfait. Après tout, finalement, je l'envoie comme ça et puis ça marche très bien comme ça. J'ai quand même la réponse de mon interlocuteur. Donc, je suis plutôt dans cette phase-là de dire j'étais plutôt tout IA il y a encore, on va dire, 4-5 mois. Là, je suis en train de revenir sur un usage plus raisonné de ces outils-là. Est-ce que ce serait au point de venir à faire une liste des cas d'usage autorisés, pas autorisés? Est-ce que c'est un peu la direction que tu as envie de prendre ou pas forcément? Non, parce que je pense que chacun doit être... je veux dire à ton échelle personnelle ou celle de ton équipe. Je ne fais pas trop de listes, moi. Donc, donc non, je n'ai pas fait des listes, mais je me pose la question quand même. Est-ce que vraiment, là, est-ce que tu ne peux pas te creuser un peu la tête et puis trouver par toi-même, effectivement, le cas d'usage? Si tu devais, si on passe à la question suivante, si tu devais donner des conseils aux responsables RSE qui souhaiteraient justement s'investir un peu plus sur ces sujets d'IA, ou en tout cas franchir un peu un cap, ou en tout cas peut-être réfléchir de manière raisonnée, j'en sais rien, ce serait quoi les conseils que tu donnerais justement pour appréhender mieux ces technologies? Tu disais que c'était nécessaire que chacun se l'approprie. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, tout simplement? Alors déjà, ne pas en faire un tabou dans vos organisations. J'ai une jeune qui nous a rejoint, une alternante, alors qui n'est pas là aujourd'hui, qui est à l'école. Une grande école de commerce qui a pignon sur rue, etc. Et qui a donné comme consigne en fait, à ses élèves de master en début d'année de ne pas utiliser l'IA ou de l'utiliser, mais dans certains cas, etc. Enfin, sans avoir de consignes claires ou de savoir, même d'apprentissage, de prévoir des apprentissages en fait, pour l'utilisation de l'IA. Aujourd'hui, dans une école de commerce, niveau master, ne pas savoir utiliser l'IA, pour moi, c'est grave. Donc, ne pas en faire un tabou, ne pas se dire je ne veux pas l'utiliser pour des questions environnementales, pour des questions sociales, pour des questions, etc.
L'idée, c'est de faire cet apprentissage-là pour bien l'utiliser. C'est une question aussi de génération future, hein. C'est-à-dire que si les jeunes qui travaillent dans vos entreprises, vous ne les formez pas à l'IA, demain vont être dépassés par ceux qui sauront. Donc vraiment, déjà, ne pas en faire un tabou. Le deuxième point, c'est effectivement identifier les cas d'usage. Alors, est-ce qu'on fait des listes ou pas des listes? Ça, je laisse la liberté et le soin de chacun de regarder ce qu'il souhaite faire ou pas. C'est plus un apprentissage en amont, hein, de se dire ce pourquoi j'ai utilisé l'IA ou pas l'IA, mais vraiment utiliser, réfléchir également à un moment donné, se poser pour dire à quel moment je dois ou je peux utiliser l'IA, où il y a un vrai intérêt à utiliser l'IA, et ce pourquoi finalement non. L'intelligence collective est également intéressante, hein, à aller chercher et à continuer à faire contribuer au-delà de l'IA. Et le dernier point, c'est effectivement de former les équipes. Une fois qu'on a défini effectivement les cas d'usage, c'est de former ces équipes en fait à ces cas d'usage-là, et c'est ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui. Et sur le tabou, je trouve ça intéressant puisque pour venir, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'univers un peu plus start-up, nous on voit des startups qui utilisent l'IA à tout va pour générer des flux vidéo qui alimentent peut-être vos feeds d'Instagram. S'il y a des parents parmi vous, vous avez peut-être vu des vidéos de bébés qui parlent. Il y a des gens et des startups justement qui font une utilisation complètement débridée de l'IA, mais je pense que c'est assez important que la sphère RSE, qui est peut-être plus consciente sur les impacts de ce sujet, s'en empare aussi. Sinon, effectivement, on risque un décrochage total entre l'utilisation à des fins publiques qu'on peut vraiment interroger ou décrier, et des professionnels qui se posent la question vraiment des impacts. Alors on n'a pas l'impact environnemental sur l'énergie, il y a aussi l'eau qui est un sujet, et tous ces sujets-là. Dernier élément pour te faire réagir avant qu'on passe à une session de questions-réponses. C'est vraiment la statistique un peu phare de l'étude. Finalement, on a demandé aux responsables RSE, est-ce que vous êtes convaincus que l'IA va transformer leur métier? Il y a 92% qui ont répondu oui. La question, ça ne va pas être est-ce que tu es convaincu également? C'est plutôt, pour toi, quelles sont les conditions qu'il faut mettre justement pour que l'IA puisse vraiment révolutionner toute la sphère RSE et le métier finalement de responsable RSE? Pour moi, il y a la question de la transparence et qui va avec la fiabilité et l'éthique, hein, dont je parlais précédemment. Donc, rester honnête avec soi-même, déjà avec soi-même, effectivement, et sinon avec ses parties prenantes, effectivement, sur ce que l'on souhaite dire par rapport à ce que l'on fait, effectivement, pour rejoindre le thème de la conférence aujourd'hui. La sobriété, effectivement, donc au-delà de nos propres usages, c'est effectivement challenger également, hein, les développeurs effectivement d'IA sur la sobriété de l'usage. Donc, tu venais parler effectivement des startups qui l'utilisent à tout va, etc. Donc, c'est être exigeant également vis-à-vis de ses fournisseurs ou prestataires, de se dire quel est l'usage que vous faites de l'IA et à quel moment effectivement est-ce que vous le mettez en place, puisqu'on est responsable de nos achats, hein, de toute façon. Donc, aller acheter auprès effectivement de prestataires qui utilisent l'IA, donc très bien, mais également s'interroger, savoir aller au-delà, de se dire simplement est-ce que vous utilisez l'IA ou pas, c'est-à-dire comment est-ce que vous l'utilisez et à quel escient. Donc vraiment la recherche de la sobriété et puis la recherche d'un impact réel, c'est-à-dire se poser également la question à quoi ça me sert et quel est l'impact finalement de l'usage de l'IA. Est-ce que j'en fais moi-même bon usage? Est-ce que ça me sert vraiment ou pas? Je pense que on va clôturer l'échange sur cette partie-là. Je pense que c'est effectivement probablement la question la plus importante. Nous, c'est un peu notre parti pris aussi chez Ditto de se dire l'IA, c'est pas juste une tendance, c'est vraiment un changement de paradigme. On peut faire comme si ça n'existe pas, mais ça existe. Et la question, c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut, c'est se poser la question de dire quel usage raisonné on peut en faire, quels sont les cas d'application concrets sur lesquels ça peut effectivement apporter de la valeur par rapport aux coûts que ça génère. Alors les coûts dont on a parlé, environnementaux, des coûts sociaux, des coûts de souveraineté, des coûts de sécurité des données, etc. etc. Merci beaucoup, Florence, pour toutes tes réponses. On a encore une dizaine de minutes, je crois. Ce que je vous propose, c'est de passer à des questions de l'audience. Et donc, il y a des micros. Je vois qu'il y a des mains levées là-bas. Il y a des micros, alors il me semble que c'est fait pour au milieu de l'allée. Bonjour. Ouais, Bonjour. du coup, moi, j'ai une question en fait où j'étais
Enfin, je suis toujours à me poser beaucoup la question sur cette idée de gain de temps. Si j'ai bien compris, vous parliez de gain de temps pour tout ce qui est récupérer des rapports et tout, parce que dans votre métier, tout ce qui est législatif, etc., si j'ai bien compris, est très important. Et pourtant, vous dites aussi que pour vos propres rapports à vous, pour en faire une synthèse, pour vos collaborateurs, vous vous rendez compte qu'il y a des biais. Et donc, à quel point ce gain de temps de pouvoir récupérer et avoir du coup des synthèses de rapports sur des législations, etc., mais je pense devoir repasser derrière pour être sûr de ce que l'IA sort, etc., comme résultat. À quel point c'est un gain de temps ou pas? C'est une première question. Et une deuxième question, c'est aussi par rapport à ce que les rapports que l'IA peut vous trouver. Est-ce que vous avez eu l'expérience? Est-ce que ce sont toujours des rapports qui sont réels? Ou est-ce que c'est parfois des choses qui sont inventées? Moi, je suis plutôt dans l'enseignement et la recherche. Et donc, du coup, en termes de recherche, on a souvent des hallucinations de nous inventer des papiers, etc., qui n'existent pas, en fait. Et donc, voilà, savoir, vous aussi, dans votre domaine, plus au niveau législatif, etc., si vous aviez ce genre de retour d'expérience. Alors, sur la première question, oui, c'est un gain, je confirme, c'est quand même un gain de temps. Mais ça n'empêche pas le contrôle. Et donc, ça m'empêche que je dois quand même lire, au moins en diagonale, en tout cas, les rapports. Aller voir, par exemple, quand j'ai des chiffres sur lesquels en fait, je trouve bizarre ou ce genre de choses, ou même que je ne trouve pas bizarre, mais simplement vérifier les chiffres. Aller voir dans le rapport là où il se trouve. Donc, l'IA me permet également de trouver là où il se trouve. Hein. Donc, ça me permet de retrouver la référence finalement dans le rapport lui-même. Donc oui, ça reste un rapport, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le contrôle reste nécessaire, qu'il soit aléatoire et systématique ou complet, etc. Mais en tout cas, il y a un besoin de contrôle sur, voilà, quel que soit le résumé qu'on demande finalement à l'IA derrière. Donc je contrôle toujours. Sur la source, effectivement, et des rapports qui me sont sortis, etc., je contrôle toujours la source, de savoir également, parce qu'il y a une question d'orientation également, si peu qu'il y a des biais également qui peuvent être donnés en matière de recherche, et donc je croise toujours les sources, c'est-à-dire je vais toujours aller regarder d'où sort, de quel site internet, de quel organisme, etc., ce rapport est émis. Pour l'instant, moi, pour ma part, j'ai jamais vu de rapport fantôme. Par contre, il m'est arrivé où je demandais spécifiquement, dans le prompt que je demandais, d'avoir donc un rapport ou un chiffre de cette année-là, c'est-à-dire 2025 ou 2024, enfin bon, bref, peu importe. Et il m'est arrivé assez régulièrement, par contre, qu'il aille me chercher de la donnée, mais qu'il soit carrément intérieur, voire même 10 ans auparavant, etc. Donc là également, on voit que la fiabilité n'est pas forcément toujours. Donc toujours aller contrôler, pas prendre un chiffre. Par exemple, quand il demande voilà, quelle est la statistique de tel ou tel, par exemple l'usage du véhicule individuel, je ne sais pas, en France, voilà, pour voilà, un rapport donné. Moi, je demande le chiffre de 2025. Il est arrivé qu'il aille me chercher le chiffre de 2019, 2018, etc. Et donc, si je prends le chiffre uniquement tel qu'il me l'a donné sans aller vérifier la source, de fait, je donne un chiffre dans un PowerPoint ou quoi que ce soit qui s'avère être faux. Et donc, pour moi, c'est important d'aller vérifier les sources systématiquement. J'ai une réponse un peu plus technique aussi à apporter sur la manière dont on construit des systèmes IA. Effectivement, si on demande à ChatGPT, sors-moi des chiffres dessus, on risque d'avoir des sources qui sont absolument pas fiables, du parsing de documents qui ne fonctionne pas. Et nous, typiquement, quand on l'intègre, la première chose qu'on va faire, en fait, c'est vraiment d'identifier des sources qui sont fiables et qui sont crédibles, et derrière de mettre des règles métiers qui sont les prompts pour dire à l'IA, tu n'as le droit de regarder que dans ces documents-là et dans aucun autre document extérieur. Et en fait, le gain de temps, il vient de... Finalement, ce n'est pas que la technologie, c'est surtout les bonnes sources et les bonnes règles métiers qui sont les prompts. Et c'est ça qui permet à la fin d'avoir un résultat qui est fiable, qui permet de gagner du temps. Parce qu'effectivement, si on n'a pas les briques de sources fiables qu'on a bien identifiées et les règles métiers, on a une chance sur deux pour que ça sorte n'importe quoi. Et derrière, on est parti pour 2 heures de vérification à plus finalement rien croire dans ce que l'IA a sorti. Donc il y a des façons aussi d'utiliser l'IA qui font que ça gagne du temps, ou ça permet de gagner du temps. Et il y a d'autres façons où en fait, c'est effectivement plus discutable, tout simplement parce que les résultats sont un peu des hallucinations. Oui, moi j'ai une question sur la taille des équipes RSE, l'impact de l'IA sur la taille des équipes RSE qui ne sont pas déjà des très grosses équipes, même dans les très grands groupes. Et de manière très concrète, est-ce que pour vous ça va avoir un impact sur la taille des équipes RSE en 2028, 2026, 2027, 2028 ?
Alors, ce que je disais, au niveau du groupe Europe Assistance, on a une très petite équipe, mais c'est une volonté également au niveau de la holding d'avoir des équipes très resserrées pour s'appuyer également sur des correspondants dans les pays. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est 2 personnes permanentes au niveau de l'équipe du groupe Europe Assistance, au niveau de la RSE. J'ai une personne qui sort d'une alternance et que j'ai pris pour une mission de 3 mois, donc c'est Margot, que je vous ai présentée tout à l'heure. Et j'ai une alternante qui est prévue pour 2 ans. Et ça, en plus, c'est sur 2 organisations. C'est à la fois sur la holding et à la fois sur la France. Donc on a ce périmètre-là également. J'ai demandé une ressource complémentaire pour l'année prochaine, une ressource permanente pour m'accompagner sur la partie environnementale, qui commence à être un peu lourde, puisqu'on a, sur 36 entités, on a 17 entités en fait, qui reportent leur bilan carbone, donc ça commence à être un peu costaud. Plus l'accompagnement de la trajectoire, etc. Je ne suis pas sûre de l'avoir. Il y a un arbitrage qui doit être fait au mois de décembre. Je suis totalement transparente. Je ne suis pas sûre de l'avoir. Est-ce que derrière l'IA va venir compenser, si on retourne un peu la question, est-ce que l'IA va venir compenser cette ressource-là? Clairement non, parce qu'on a besoin de sachants. Donc pour moi, peut-être en matière d'efficacité, voilà, sur un poste, dupliquer un poste par exemple, etc. Est-ce qu'on va se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas améliorer effectivement les compétences, etc. Mais au bout d'un moment, quand on a besoin de sachants, voilà, on a besoin de personne. Surtout que l'IA apporte vraiment des gains de temps sur la partie plus conformité, finalement, qui est la réponse au questionnaire. Il faut rappeler que le métier de responsable oui, c'est beaucoup RSE, d'engagement. Ouais, c'est beaucoup d'engagement. J'étais impressionnée d'ailleurs, étonnée par le temps passé par les personnes dans l'étude d'Audito, en fait, sur le temps passé effectivement à l'analyse des données, etc. Moi, j'en passe beaucoup, effectivement, mais mon temps principal, c'est vraiment sur l'engagement des personnes. Donc, participer aux réunions métiers, engager les métiers, engager nos équipes, etc. C'est vraiment du temps qui, pour moi, est important et où l'IA, pour l'instant, en fait, ne nous remplace pas. Étude Dito, j'ai mis un QR code affiché à l'écran, si vous souhaitez y avoir accès. C'est via ce QR code. Je crois qu'il y a une autre question. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez parlé du CEO qui favorisait en tout cas l'adoption de l'IA avec Copilot. On connaît son impact environnemental. Et ce que je lis entre les lignes, c'est à chacun d'avoir sa propre responsabilité individuelle par rapport à l'usage massif de l'IA et l'impact sur l'environnement. Est-ce que chez Europe Assistance, il y a eu une réflexion, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais bridée sur certains créneaux horaires ou en volume de données ou des formations sur voilà, qu'est-ce qu'on peut demander à Google et qu'est-ce qu'on peut demander à Copilot, par exemple? Alors, pas encore. Il faut se dire que cette décision est assez récente. C'était juste avant l'été, c'était au mois de mai, donc on n'a pas encore assez de recul pour voir qui utilise vraiment l'IA chez nous ou pas. C'est pas parce que le CEO a dit et qu'on a mis les outils à disposition qu'ils sont effectivement utilisés. Donc nos équipes IT sont effectivement sur l'analyse de l'usage, etc. Et c'est quelque chose qui va être pris en compte. Par ailleurs, on a un engagement par contre avec nos fournisseurs. Donc on est à 100% en cloud chez Europe Assistance. Donc on s'appuie sur deux fournisseurs qui sont AWS et Azure Microsoft. Et on a des actions engagées avec eux pour déjà, identifier, savoir, on a à peu près 190 serveurs chez eux. Donc avec le poids, énergie et consommation, etc., eau et tout ce qu'on peut avoir derrière, forcément important. On a un travail avec eux pour identifier, on ne sait pas où sont ces serveurs aujourd'hui. Enfin, on a une idée, mais on ne sait pas dans quel data center. Donc la première action que l'on fait, c'est savoir dans quel data center, quelle est la source d'énergie utilisée pour ces data centers. Donc on a ces actions-là qui sont en cours. Ces deux sociétés également accompagnent leurs clients sur une sobriété, on va dire, des usages. Et donc, on travaille avec eux sur, effectivement, mettre en place ces règles-là, donc les règles dont vous parlez, qui vont être très pratiques. Donc, depuis le code, je veux dire, de nos applications, etc., sites web, portail, etc., de façon à ce qu'à terme, dans l'usage de la donnée qu'ils vont faire, en fait, il soit le plus sobre possible.
Donc on a ce travail-là, mais également dans les usages du quotidien, effectivement. Et donc l'IA fera partie, bien sûr, des sujets qui seront abordés. Mais c'est encore trop tôt encore pour le dire, parce que je pense que, bien que le fait que les outils soient déployés, déjà, est-ce qu'ils sont déployés dans toutes nos sociétés? J'en suis pas sûre. Est-ce que Europe Assistance au Brésil, là aujourd'hui? Est-ce que Europe Assistance en Inde, là aujourd'hui? J'en suis pas sûre. On a des toutes petites entités qui ont 40-50 personnes également. Je ne suis pas sûre qu'elles soient équipées encore aujourd'hui. Et après, c'est de bien comprendre comment est-ce que les gens les utilisent de façon à ensuite pouvoir donner un cadre. Et je vois qu'on est déjà à la fin de la session, mais il me semble avoir vu une dernière question. Peut-être en prendre une ou deux de plus. Ceux qui souhaitent partir, n'hésitez pas si vous avez faim. Bonjour, donc je suis Audrey, responsable marketing chez Tenaxia. Donc Florence est notre cliente sur nos solutions carbone. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. C'était très intéressant de voir à quel point c'est concret chez Europe Assistance. J'ai 2 questions. Donc la première pour Pierre sur le panel qui a été interrogé dans l'étude. J'aimerais savoir s'il y a des personnes de la finance ou vraiment si c'était des personnes professionnelles RSE. Et ma deuxième question pour Florence, à quel point vous êtes influencé par les propositions sur l'intelligence artificielle quand vous choisissez vos prestataires ou vos solutions. Voilà, c'est intéressant pour les partenaires de savoir, est-ce que vous attendez de vos prestataires qu'ils soient assez experts sur l'IA, ou bien vous développez plutôt vos compétences sur Copilot et donc vous restreignez votre usage en interne justement pour sécuriser votre usage. Voilà. On se demande, nous, si ça ne va pas créer plutôt une défiance lorsqu'on est un logiciel et qu'on intègre de l'IA. Voilà mes 2 questions. Merci beaucoup. Merci, moi je peux répondre rapidement. On a filtré que sur les responsables RSE. Donc les résultats de l'étude, c'est vraiment 100% responsables RSE. Et ce qui nous intéressait, c'est de comprendre un peu leur approche et leur maîtrise du sujet, justement. Donc vraiment, uniquement responsables RSE. Et pour l'autre question, je fais encore confiance au relationnel et à la qualité de la relation pour le choix de nos prestataires. Donc, si l'outil est bon, qu'il utilise ou pas de l'IA, d'ailleurs aujourd'hui, voilà. Mais si l'outil est bon et que la relation est bonne, je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas travailler. Et avec Ditto notamment, donc je crois qu'on a fait partie de vos premiers clients. Il y a 2-3 ans, mais voilà, après c'est une question de confiance et d'évoluer ensemble et voilà, c'est un monde qui évolue, donc la RSE. Donc l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on grandit ensemble effectivement sur ces sujets-là. Et toute dernière question. Bonjour, en fait vous avez beaucoup évoqué la question des garde-fous en aval et vous avez rapidement évoqué la question des garde-fous en amont, donc vraiment technique, et c'est sur ça que je voudrais vous interroger. En fait, je vois beaucoup chez mes clients, on se pose des questions autour du RAG, autour du fine-tuning. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour justement éviter ces hallucinations et avoir de la traçabilité sur la donnée? Sauf que ce qu'on remarque, c'est que finalement, chaque fois qu'on met en place ces garde-fous, on se retrouve avec des enjeux de coûts qui sont quand même assez importants. C'est-à-dire quand on fait du RAG derrière, on a du temps de développement qui est plus important. Quand on fait du fine-tuning, on dépense des tokens. De manière générale, on utilise beaucoup de... Si on limite la quantité de tokens, on va avoir finalement une réponse qui va être a priori moins précise. Comment vous faites justement pour aujourd'hui arbitrer entre ces garde-fous et les enjeux financiers finalement de vos clients en matière de ressources de l'IA? En fait, je pense que c'est un peu la version prestataire ou software provider finalement de la même question. Et nous, on va se poser la question de l'usage raisonné ou raisonnable, c'est-à-dire l'usage pour lequel la valeur est telle que les clients sont prêts à payer pour, et donc économiquement, l'équation fonctionne. Donc en fait, on ne va pas mettre de l'IA à tout va, on ne prône pas du tout l'adoption de l'IA pour tous les cas d'usage, on essaie d'en mettre partout. On réfléchit vraiment aux endroits où on se dit que ça va vraiment être transformateur pour nos clients, et là où c'est transformateur, effectivement, il y a souvent des investissements de notre côté, où c'est un peu plus cher. Donc soit si vraiment on transforme l'expérience, ça peut avoir une répercussion sur les prix. Si c'est plutôt... si on n'arrive pas forcément à répercuter sur les prix, ce qui est la plupart du temps, en fait, nous on se dit en fait, on accepte de rogner sur notre marge, parce que si on se projette à 5 ans, on est convaincu que la manière de faire, ce sera comme ça. Et donc on est convaincu qu'il faut le proposer en premier, en tout cas parmi les premiers à nos clients. Donc ça, c'est plutôt sur de l'approche et sur ce que nous, on va prioriser en termes de développement de fonctionnalités. Et après, sur les coûts, effectivement, on essaie de maîtriser, on regarde attentivement combien ça nous coûte par rapport à l'utilisation qui est faite par les clients. Et
un point aussi qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'on monitore, c'est l'évolution des coûts justement des tokens. Comme c'est des technologies qui avancent très vite, là où pour faire certaines opérations, on pouvait facilement dépenser 10, 15, 20 euros. Il n'y a même pas 6 mois. Aujourd'hui, ça va coûter 50 centimes à performer. Donc, on optimise aussi la technologie au fur et à mesure en se disant, au bout d'un moment, on va retomber dans une équation économique qui aura du sens, ou en tout cas plus de sens, tout simplement parce que la technologie sera un tout petit peu plus mature et ça coûtera moins cher de faire des calls API à OpenAI ou à Anthropic ou autre. Je pense qu'on peut clôturer la session dessus. Merci à tous pour votre attention. Si vous voulez creuser plus concrètement les cas d'usage, comment est-ce qu'on met en pratique justement les outils, etc. Demain, on organise un atelier qui est vraiment 100% pratique. Donc, ce sera Alexis, qui est Head of Compliance chez nous, qui va décrire 3 outils. Alors, ce n'est pas du tout Ditto, ces outils. On ne fait pas la promotion de notre logiciel. On présente comment utiliser des outils, qu'on est responsable RSE pour performer certaines actions. Donc, si vous posez la question de comment adopter et quels outils adopter, n'hésitez pas à passer une tête. Il me semble que c'est à 15h ou 15h30. Merci beaucoup et bon appétit.